Alors aujourd'hui, on va voir les SSRF. Alors, si vous n'êtes pas trop au fait de ça, c'est ce qu'on appelle les server-side request forgery. Ça va nous permettre d'accéder aux ressources internes du serveur. On est en train de revoir toutes les failles au WASP. Pourquoi? Parce que c'est celles que vous verrez les plus souvent. hein. Si vous devez faire du web app pentest, si vous êtes dev, vous en protégez et pour mieux comprendre. hein. Vous savez qu'en cyberattaque, euh, quand on fait de l'offensif, on va venir conjuguer toutes ces failles. hein. Ça serait futile de vous dire ah bah oui oui oui, apprends les SSRF. Non, vous devez maîtriser toutes les failles. Pourquoi? Parce que vous allez toutes les utiliser conjointement pour parvenir à vos fins. hein. C'est pour ça qu'il faut toutes les maîtriser, puisque certaines vous serviront, d'autres pas. Mais en tout cas, IRL, dans la vraie vie, si jamais on vous demande un VA, un Vulnerability Assessment, au niveau d'une application web. Donc, euh, un, un test d'intrusion, un test de détection des vulnérabilités, il faudra utiliser maintes et maintes failles, les conjuguer. Et une attaque, en fait, c'est quoi? Bah, c'est plusieurs attaques qu'on va venir faire en même temps pour pousser le système à la faute. Donc, vous savez, souvent, on a ce principe de dichotomie. Dichotomie, n'ayez pas peur. Profitons de la langue française, qui est extrêmement riche. La dichotomie en français, c'est l'opposition. hein. Opposition entre quoi et quoi? Eh ben, j'ai cette dichotomie. Je vous avais montré entre les LFI et les RFI. hein. Tant je vais les faire en local, les autres, je vais les faire à distance. Bah là, c'est un peu pareil. On a une dichotomie entre les SSRF et les CSRF. Je ne vous parlerai pas des CSRF, ça sera pour plus tard, hein, mais c'est les Client Side Request Forgery. Donc, les requêtes forgées côté client s'opposent aux requêtes forgées côté serveur. Mais pour mieux comprendre ce concept, donc comment on va pouvoir contourner les règles d'entrée, mettre en pratique, pour apprendre de nouvelles compétences. Donc, la SSRF, comme je vous le disais, ça veut dire Server Side Request Forgery, SSRF, comme vous l'avez compris. C'est une vulnérabilité qui va permettre à un utilisateur malveillant d'amener le serveur web à effectuer une requête HTTP supplémentaire, modifier la ressource choisie par l'attaquant, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Ensuite, au niveau des SSRF, on a deux SSRF. On a entre guillemets la standard et on a la blind, celle en aveugle. Je pourrais faire l'analogie, le parallèle avec les SQLI, les injections de failles SQL. Vous savez que certaines sont visibles, on attend le retour des erreurs de l'application web ou de la base de données, euh, soit on les fait en aveugle. Et ben là, c'est un peu pareil. Donc la première, c'est la SSRF standard. Les données sont envoyées à l'écran de l'attaquant. Et la seconde, qui est une SSRF en aveugle. Donc on parle de blind SSRF. Et là, exactement comme les SQLI, enfin les blind SQLI, vous n'aurez aucune information qui est renvoyée à l'écran de l'attaquant. Donc on va utiliser cette technique du die and retry, mais ça c'est dans les jeux vidéo. Nous c'est plutôt du try and retry, c'est-à-dire que bah, tu essayes. Si ça ne marche pas, tu réessayes. Ok. C'est ce qu'on appelle le fuzzing. Le principe de fuzzing, alors il a de multiples sens, mais en hacking, c'est-à-dire tester des possibilités à différents endroits jusqu'à trouver le vecteur d'attaque, la solution qui va nous permettre à un attaquant de quoi? Eh ben de faire des choses qui n'étaient pas initialement prévues, soit par l'application, soit autorisées. Je suis un utilisateur lambda, qu'est-ce que je peux faire de l'extérieur pour parvenir à mes fins? Il va falloir trouver un endroit qui soit faillible, un endroit, là, concrètement aujourd'hui, vous verrez qu'on va jouer sur les paramètres de l'application. Vous savez qu'on peut passer des paramètres au niveau de l'URL, Earl encoded, comme on dit en anglais, donc codé dans l'URL,
Et on va venir jouer avec ça aujourd'hui. Ça peut être assez varié, mais on va avoir accès à des zones qui sont non autorisées. Accès aux données clients ou de l'organisation, donc données organisationnelles, possibilité d'évoluer vers des réseaux internes, et on va pouvoir récupérer les fameux tokens, les jetons, des cookies, des informations d'identification, d'authentification, hein, qui vont nous permettre ensuite d'aller usurper l'identité. Hein. J'ai schématisé au maximum, puisque au début c'est extrêmement complexe. Okay. Je vous ai dit des choses vraies, je vous ai dit aussi des bêtises. Dans quel sens? Je vais corriger mes propos. Je vous ai dit que tout ce qui se passait dans votre navigateur, c'était le client. Hein. C'était le client-side, c'était le front-end. Donc c'est votre navigateur. Tout ce qui se passe sur le serveur, c'est le back-end. C'est vrai, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a également un front-end côté back-end. Alors là, vous allez me dire, waouh, c'est quoi ton délire là? Soit c'est du back-end, soit c'est du front-end. Et non, parce que le back-end est également présenté par un front-end côté serveur. Alors je sais, si on n'a pas l'architecture en tête, ça va pas vous parler. Mais là, justement, on va l'avoir sous les yeux. C'est pour ça que je vais développer un peu. Je tiens à clarifier certaines choses en termes de back-end, front-end. En gros, ça signifie quoi? Donc je vous ai dit, quand on est développeur web, et surtout relativement nouveau, vous pouvez être autodidacte, il n'y a pas de mal à ça, et je vous l'encourage. Le terme front-end, côté client, back-end, côté serveur, ça peut être un peu obscur. Pour moi, le front-end, le back-end, c'est simple. Côté client, côté serveur. Serveur, c'est le serveur. Côté client, c'est mon PC. Et mon PC, quand je vais sur le World Wide Web, c'est quoi? C'est mon navigateur web. C'est vrai. C'est totalement vrai. Mais vous allez voir que si jamais vous commencez à travailler sur des frameworks, plein de frameworks pour faire du dev, des MVC, etc., etc., il faut plus de clarification. On a également, je vous disais, côté serveur, un front-end. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Pour l'utilisateur final, c'est totalement transparent. Par exemple, vous allez aller sur un site WordPress. WordPress, c'est quoi? C'est un CMS, un Content Management System. C'est un système de gestion de contenu. Facebook, c'est un système de gestion de contenu. Donc c'est transparent. Moi, je prends mon navigateur, j'utilise l'application sur le site web, je me connecte, ça marche. Mais vous savez qu'au niveau de l'architecture, sous le capot, c'est un petit peu plus compliqué. Donc côté client, côté serveur, moi je comprends bien ça. Mais je comprends pas maintenant qu'il y a également un front-end pour le back-end. Alors je sais, ça peut paraître fou. Mais vous allez voir, si vous faites développeur web, ce que je ne suis pas, mais il va falloir comprendre qu'il y a également plusieurs composantes au niveau du serveur. Le serveur peut vous présenter des informations. Ça peut être un serveur web. Dans ce cas-là, le serveur web sera un front-end. Je m'explique. Le front-end va être relié à une base de données. La base de données, c'est le back-end. Si jamais il y a une interface de programmation, vous n'allez pas communiquer directement via cette interface de programmation. L'interface de programmation va vous être présentée grâce à un front-end. Ce front-end, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une application qui est codée sur votre smartphone. Ça peut être un serveur web. Mais vous, front-end, vous vous connectez d'abord à l'autre front-end, côté serveur, et c'est lui qui interagit avec le back-end. Je m'explique. Vous voulez récupérer via l'interface de programmation SNCF les horaires des trains. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a? On a un pléthore d'applications. On va aller sur notre market, peu importe que vous soyez Android ou iOS. Vous allez télécharger l'application de la SNCF, par exemple. Ça télécharge une application. Cette application, c'est quoi? C'est ni plus ni moins
l'interface qui va faire le front-end. C'est une application codée qui va vous permettre d'interagir sur votre smartphone. Vous lui rentrez les données côté front-end et elle, qu'est-ce qu'elle fait en coulisses? Elle va aller se connecter à Internet, interagir avec l'interface de programmation et récupérer les horaires de vos trains. Vous voulez acheter un billet, elle va vous permettre d'acheter un billet. D'accord? Mais je peux également aller sur le site de la SNCF. Le site de la SNCF, c'est quoi? C'est un site web. C'est également un front-end. J'interagis dans mon navigateur, ok, qui est mon front-end côté client. J'interagis avec le front-end côté serveur. Le serveur me rend des services, me livre des données. Mais le serveur, un serveur web tout seul, vous savez que ça sert à rien. Donc, qu'est-ce que fait le site de la SNCF? C'est le front-end côté serveur qui va communiquer également via les bases de données, via les interfaces de programmation. À chaque fois également que vous rentrez de nouveaux horaires, que vous voulez acheter un billet sur le serveur de la SNCF, le serveur, dans les coulisses, va aller communiquer avec une base de données, avec une interface de programmation. Côté back-end, ok? Donc très souvent, mais au début, c'est vrai que c'est un peu déroutant, on a du mal à comprendre ce concept. Vous avez deux front-end. Vous avez le front-end côté client. Ça, c'est ce que je vous disais, ce que je vous ai toujours dit. C'est-à-dire que c'est votre navigateur web. Et vous pouvez avoir un front-end côté serveur. Lui, il peut prendre de multiples formes. Je vous ai dit, ça peut être, par exemple, une application sur votre smartphone. Ça peut être un site web. Mais derrière, il y a le vrai back-end. Et le vrai back-end, généralement, on se réfère à ce qui envoie les données au serveur web. Le serveur web ne peut pas inventer les données. Les données ne sont pas stockées sur le serveur web. Le serveur web lui-même va communiquer avec le back-end. Et le back-end, généralement, c'est une base de données. Qu'est-ce que fait le serveur web? Qu'est-ce que fait votre application sur le smartphone? Il ne fait que vous mettre en relation avec le back-end. Donc en gros, c'est comme un serveur mandataire. Il va être l'intermédiaire entre quoi? Entre, par exemple, votre navigateur web et son back-end. D'accord? Plutôt que vous accédez directement au back-end, c'est que je vous ai dit, on ne fait jamais confiance à l'utilisateur, on transfère un maximum de tout ce qui est critique, sécurité, calcul, on déporte côté serveur, afin de sécuriser. Sinon, je sais que Toto le hacker, contrairement à ma grand-mère, commençait à foutre le bordel dans mon application, sur mon serveur web, pour essayer de quoi? D'aller attaquer l'interface de programmation, d'aller attaquer le back-end. Donc, plus je mets d'intermédiaires entre mes services et l'utilisateur, plus je me protège d'attaques. C'est pour ça que on a ce principe. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. Donc, il faut bien comprendre. On a deux types de front-end, on n'a qu'un type de back-end. Ça, il faut vraiment, vraiment que ça soit clair. Sinon, vous n'allez jamais comprendre ce principe. Je vous ai parlé également de ce qu'on appelle le client-side, le server-side. Server-side, c'est typiquement, explicitement, tous les processus qui vont s'exécuter côté serveur et non sur les ordinateurs des utilisateurs finaux, c'est-à-dire vous. Par opposition, le client-side, c'est une application qui s'exécute sur l'ordinateur des utilisateurs. Ça peut être dans votre navigateur web, une interface, ça peut être une application autonome, comme je vous parlais le plus souvent. Sur quoi? Sur vos smartphones. Donc le front-end fait face à l'utilisateur final, exécute généralement une interface basée sur un navigateur web. On a également ce qu'on appelle des clients épais. Vous savez qu'on a client lourd, client léger. C'est ce principe. Je vais faire une analogie. Client lourd, c'est typiquement vos applications sur vos smartphones. On a codé une application de bout en bout qui va aller requêter côté back-end. Un client léger, par opposition, je peux me connecter dans un navigateur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, client lourd, pour consulter mes mails, j'utilise la solution de Microsoft Outlook, ok?
ou Thunderbird de Mozilla, j'ai une application qui me permet de me connecter à mes comptes mail et je télécharge mes mails sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma tablette. Ça, c'est un client lourd. Par opposition, je peux également, sur ma tablette, mon téléphone, mon PC, utiliser l'inverse. Si c'est pas lourd, c'est léger. Un client léger, c'est ce qu'on appelle les webmails. Vous pouvez, via vos téléphones, vos smartphones, vos ordinateurs, vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet. Une fois que vous êtes authentifié sur le serveur web, vous avez accès à vos mails. Tout se passe directement dans votre navigateur web. Vous consultez vos mails. Ça, typiquement, ça sera un client léger. Donc, bien comprendre ces relations, server-side, client-side, comprendre bien le front-end de mon côté, le front-end côté serveur et le back-end. Et côté serveur, donc server-side, le front-end présente les données que le back-end lui renvoie. Et moi, quand j'interagis avec le front-end du serveur dans mon navigateur ou via une application, qu'est-ce qui se passe? En fait, concrètement, le serveur va, donc le front-end, côté serveur, va interroger le back-end, côté serveur. Et le back-end lui répond. Et lui vous transmet les données, vous les présente. Voilà, je m'arrêterai là, je n'ai pas envie de vous perdre, de vous saouler, mais il faut bien comprendre ces concepts. Sinon, vous ne comprendrez pas comment ça fonctionne. Et techniquement, c'est ce qu'on utilise tous les jours. On utilise du front-end, on va aller taper ensuite côté serveur, on peut avoir des requêtes, des interfaces de programmation, on peut avoir des requêtes Ajax, c'est ce qu'on appelle des traitements asynchrones, et vous serez étonné de savoir que c'est ce qui fait aujourd'hui fonctionner Internet. Toutes vos applications fonctionnent comme ça, peu importe le langage de programmation, on a toujours ces concepts et aujourd'hui les interfaces de programmation, les API sont partout. N'importe quelle application web a ses propres interfaces de programmation. Pourquoi, saltimbanque, tu nous parles de ça là? On était sur les SSRF. T'es relou. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ces exemples de SSRF, on va venir à la fois tromper le front-end côté serveur pour pouvoir accéder à des données côté back-end. Et côté back-end, quand je fais une SSRF, dans cet exemple que je vais vous montrer, on va jouer sur une API, sur une interface de programmation. Voilà pourquoi il fallait que je vous parle de tout ça. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser à la faute. Je vais lui demander une requête qui n'est pas attendue par le serveur web. Du coup, il va aller requêter. Et s'il requête et qu'il fait ce que je lui dis, je vais tout simplement pouvoir récupérer de l'information qui ne m'appartient pas, qui peut être sensible. Voilà notre front-end. Voilà notre back-end. Voilà pourquoi je le développe. Très souvent, c'est ce type d'architecture que vous trouverez. Et là, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas là. C'est qui le client? C'est qui le serveur? Ça, c'est Toto le hacker. Ça, c'est son client. Ça, c'est son navigateur web. C'est le front-end côté client. Ça, c'est le serveur. Donc tu es en train de me dire que le serveur, en fait, c'est deux serveurs. Tout à fait. Le serveur, là, on est quoi? Là, on est en server-side. Et en server-side, pourquoi j'ai développé aujourd'hui? Parce qu'on a le front-end côté serveur et on a le back-end côté serveur qui va gérer là une API. L'interface de programmation va me permettre d'envoyer des données à quoi? Au front-end. Et le front-end côté serveur me permet quoi? De livrer les données, de les transformer, de les présenter au navigateur web de Toto le hacker. D'accord? Donc on voit bien que, en fait, le site web, il fait quoi? C'est ce qu'on appelle un mandataire. Il s'intercale entre les communications entre le navigateur web de Toto le hacker et l'interface de programmation, elle qui est la dernière. Donc si c'est la dernière, c'est le vrai backend. Ça, c'est juste un front-end.
Lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, Toto lui envoie des données. Le site web dit, ah, je comprends ce que tu m'envoies là dans ton navigateur web. Attends, moi je transforme la data parce que mon API, elle comprend pas là. Tes langages balisés, HTML, CSS et tout ça, ça va la faire bugger. Attends, je fais un travail de transformation de la donnée. Et là, il envoie les données transformées. Là, l'API a fait, ah ouais, ouais, ça je comprends, pas de problème. Attends, je vais te trouver les infos. Tiens, je te les renvoie. Hein. Mais là, si le site web ne transforme pas à son tour les données, eh ben, le navigateur de Toto, il va faire un. Ça, c'est les données de l'API. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je ne sais pas comment les traiter. Donc, qu'est-ce que fait seconde action du site web? Il va transformer les données. Pourquoi? Pour qu'elles soient lisibles dans le navigateur web. D'accord? Donc, on voit que c'est vraiment tripartite. Hein. On a trois acteurs. Ils ont chacun leur spécificité. Au Toto le hacker, on s'en fout. S'il n'est pas là, eh ben, le site web et l'API peut fonctionner. Hein. Le front-end côté serveur et le back-end côté serveur fonctionneront. Par contre, si je retire le front-end côté serveur ou le back-end, eh ben, Toto, il aura beau aller requêter, s'il manque l'une ou l'autre composante, c'est pas possible. Ça ne marche plus. Hein. Donc très souvent, c'est ce type d'architecture, même si, pour commencer, pour pas vous perdre, au début, on vous explique qu'on a quoi? Qu'on a juste un front-end, un back-end. Oui, mais ça, c'est le serveur aussi. Et le serveur, côté serveur, il a aussi un front-end. C'est notre site web. Ok? Donc je m'arrête là, c'est juste pour que ça soit clair. Hein. Euh, le front-end côté client, il est unique. C'est soit un client lourd, soit un client léger, soit votre navigateur. Peu importe. Ok. Par contre, un serveur, très souvent, c'est une ou plusieurs composantes. Hein. Généralement, on a deux composantes. On a un front-end côté serveur, un back-end côté serveur. Ok. Et ça, tout ça, c'est le serveur. C'est les deux en même temps. C'est pas que lui. C'est pas que lui. C'est tous les deux. Les deux c'est un binôme qui représente mon serveur, hein, qui va me rendre un service. Voilà, je m'arrête là. Revenons à l'exercice. Donc HTTP, on a le protocole. On va aller taper sur un nom de domaine, website.thm. Hein. On lui passe quoi? On lui passe stock. Stock, point d'interrogation, on a quoi? Notre query string sur un paramètre, hein, d'URL. Donc là, on voit que le paramètre d'URL, il est quoi? Bah, c'est une chaîne, en fait. Hein. C'est une chaîne de caractères. Hein. Et là, vous allez me dire, ah oui, mais attends, regarde, ID, on lui met la valeur 1, 2, 3. Oui, mais non. Ça, c'est une chaîne. Donc, c'est une chaîne unique. Hein. Qu'est-ce qu'attend le paramètre? Le paramètre attend une chaîne, hein, puisqu'on travaille sur le paramètre URL. On lui donne. Hein. Pour l'instant, on ne va pas diviser. Hein. Là, c'est unique. On voit que cette chaîne est extrêmement longue. Elle est également composée de quoi? Eh ben, d'HTTP, du protocole. On a le même nom de domaine, mais on voit que là, du coup, là, on lui rajoute API, hein, puisque on veut travailler sous le sous-domaine API, website THM. C'est à cette adresse-là que je peux joindre mon interface de programmation côté backend. Par contre, on voit que mon front-end côté client, le serveur web, lui, il est sur le domaine website THM. L'API tourne sous un sous-domaine. Ok? Donc je lui donne, on travaille bien sur stock, hein, et là je lui passe quoi? Je lui passe item, hein, donc un objet avec l'ID est égal à 1, 2, 3. Mais tout est concaténé. Ça, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toto envoie cette requête au site web. Le site web renvoie la requête et dit attends, ça, je te le retire parce que ça, c'est pour moi. Moi, je t'envoie hein, que cette chaîne en rouge. Donc là, l'API, elle fait oui, pas de problème, tiens, tu veux gérer le stock, dans le stock, il y a un item, un objet hein, qui s'appelle 1, 2, 3, un article. Tiens, je te dis combien il en reste. Hein. Et le site web renvoie la data, la formate et renvoie la data au navigateur de Toto. Toto est content. Hein. Là, il vient de comprendre le fonctionnement.
Donc Toto, il se dit, mais maintenant, est-ce que je peux pas lancer une attaque? Qu'est-ce qu'attend? Quelle est la requête attendue? Eh ben, c'est d'aller requêter au niveau de l'interface de programmation, voir les stocks et donner un ID. En fonction de l'ID, l'interface de programmation sait qu'elle doit aller requêter dans les stocks et afficher la quantité de l'article qui est demandé. Hein. On a article 1, 2, 3, 4 jusqu'à 123. On va faire très très simple. Là, Toto le hacker, qui est malicieux par nature, il se dit, mais attends. Donc toi, tu attends cette chaîne de caractères, ok? Si moi, maintenant, je t'envoie ça, qu'est-ce qui a changé là-dedans? On voit que jusqu'à API, rien ne change. Par contre, Toto, il se dit, les stocks, c'est bien, mais moi, je préfère les utilisateurs. Donc tout ça, je vais le virer. Hein, et après API, je mets quoi? Je mets user. Le serveur, comme d'habitude, le serveur est serviable. Il fait ah, salut Toto, c'est un nouveau toi? Toto, il fait oui, tu peux aller voir ta copine API là? Il fait oui, pas de problème, j'envoie les données. Sauf que cette fois-ci, il envoie à l'API une requête qui, à la base, n'est pas censée être envoyée à l'API. Le problème, c'est que l'API va être feintée, bernée. Là, l'API, elle fait la dernière fois, tu m'as demandé des stocks. Bah là, écoute, je vais te donner tout ce que j'ai dans User. Hein et tiens, mon petit copain site web. Le site web, comme d'habitude, il n'est pas très intelligent. Hein il fait l'intermédiaire. Il fait OK, tu m'as envoyé les données, je vais les renvoyer à Toto. Et là, Toto, il est content. OK. Avant, il pouvait que requêter sur les stocks. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de pousser le serveur web à interfacer avec l'interface de programmation. OK. Et l'interface de programmation, en fait, livre ses secrets au site web. Et le site web les renvoie à Toto. Toto a gagné la partie. Passe. Moi, je tape dans API stock. Ça va dire à quoi? À l'API, ça va dire écoute, sors de stock. Sors de stock, reste dans API et tu m'affiches user. Et tu renvoies les données. Hein. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, l'URL. Hein. L'URL, elle attend une valeur. Hein, comme toujours, c'est notre paramètre. Par contre, on voit qu'on a quoi? Notre query string. Le query string, c'est notre fameux point d'interrogation. Et comme il y a le point d'interrogation, ça veut dire que ça, c'est bonus. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Je m'explique. URL doit prendre une valeur. Mais par contre, je ne suis pas obligé de mettre ID. Pourquoi? Parce que c'est ce principe. Hein. Si c'était une condition obligatoire, j'aurais quoi? J'aurais un person, j'aurais un et. Hein. Et c'est une condition. Il faut que ça soit vrai et ça aussi, ça soit vrai. Hein. Donc en gros, il faut les deux valeurs. Là, par contre, c'est mon query string. C'est-à-dire que j'ai mon point d'interrogation. Ça veut dire qu'en fait, l'ID égale à quelque chose, je peux l'effacer. Donc grosso modo, qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Ça veut dire que je peux envoyer cette requête, elle va passer. Mais je peux également envoyer la même requête et dire URL est égal à item, sans le point d'interrogation, sans l'ID, sans égal à quelque chose. Ça passera aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez typiquement que c'est ce qu'on va faire. URL, le paramètre URL attend une valeur, on va lui donner la valeur. Mais vous voyez bien, je n'ai pas besoin, dans ce cas de figure, de donner la valeur de l'ID. Hein. URL, le premier suffira. Donc c'est ce qui va nous permettre d'injecter. Hein. Tu veux une valeur? Mais pas de problème. Écoute, toi tu es dans stock? Attends. Slash, hein, user. Le serveur transmet, il ne se pose pas de questions, vous commencez à connaître le bail. L'application, l'interface de programmation, pardon, elle traite. Elle fait ah, tu veux les stocks? Ah bah non, en fait, tu veux sortir. Donc si tu sors, tu es dans API. Et dans API, tu vas regarder dans user.
Ah, pas de problème. Je te renvoie les données. Le site web les traite, renvoie tout à Toto le hacker. Toto le hacker vient de faire une nouvelle attaque grâce à du directory, grâce à du pass traversal. Donc, vous voyez encore une fois comment on pousse le système à la faute. Ben là, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que je vous disais? Là, les deux valeurs sont en rouge. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus quoi? On n'a plus notre query string. On n'a plus notre point d'interrogation. On a quoi à la place? On a notre et. Et là, et ça devient conditionnel. C'est-à-dire que, ok, on tape toujours dans website.thm stock, mais je veux quoi? Je veux que le serveur, tu lui donnes une valeur. Et il faut aussi que ID ait une valeur. Donc là, ça devient plus compliqué pour Toto le hacker. Mais c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir faire un bypass en utilisant une charge utile qui va terminer, en fait, hein, cette vérification. Si je lui mets quoi? Si je lui mets et x égale, c'est mon payload, qu'est-ce que va faire le serveur web et l'interface de programmation? Tout simplement, elle va omettre la condition qui est là. Hein. Je vous fais une analogie, nos bypass sur l'authentification en base de données via une injection de faille SQL. J'ai deux conditions. La base de données me dit « Hey Toto, tu veux te connecter? Donne-moi un nom d'utilisateur, donne-moi un mot de passe. Hein » Et qu'est-ce qu'on lui faisait? On lui faisait simple quote 1 est égal à 1 ou bypass, hein, simple quote. Et là, l'application, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle devait vérifier quoi? Deux clés, user et mot de passe, et les valeurs qu'on lui donne. Là, elle regarde juste l'utilisateur. Elle regarde pas le mot de passe. Et elle dit à Toto, oui, pas de problème. Administrateur, ok, je te connecte. Toto, je te connecte, pas de problème. Tata, je te connecte. Titi, je te connecte. Pourquoi? Parce qu'elle ne vérifie plus la deuxième condition. Mais la deuxième condition, c'est la plus importante. C'est le mot de passe. Si tu vérifies juste les utilisateurs, hein, le but d'un système, d'un mécanisme d'authentification, c'est de bien vérifier que quoi? Que l'utilisateur est présent en base de données et que quoi? Que le mot de passe que je fournis, c'est également un mot de passe qui est présent en base de données et que le mot de passe est bien celui de l'utilisateur. Ok? Donc on a plusieurs vérifications à faire. Si à partir du moment où tu m'envoies n'importe quoi, Toto, Titi, Tata, mouche, bateau, moto, et que je te dis ouais, je te connecte, pas de problème, vous voyez bien qu'on a ce qu'on appelle en cybersécurité, quoi? Une broken out, hein, une authentification qui est cassée. On a cassé les mécanismes, la logique qui impliquait les vérifications de base. Pourquoi? Pour bien authentifier un utilisateur dans un système. Ok? Et ben là, c'est pareil. Avec ce bypass, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dis, ah, tu voulais vérifier les deux valeurs? Tu veux une valeur pour serveur? Tu veux une valeur pour ID? Eh ben, écoute, tout ce qu'il y a après le et, je l'efface. Et là, vraiment, ça va faire bugger l'interface de programmation. Elle ne va plus vérifier la deuxième condition. Et la deuxième condition, c'est quoi? Vous l'avez compris. C'est qu'ID soit égal à quelque chose. Elle ne le fait plus. Elle vérifie juste quoi? La valeur d'API. Hein? Donc, dans cet exemple, on va prendre le contrôle du sous-domaine, hein, au niveau de notre requête. Hein. Tout va dépendre de la requête que je vais faire. Et on a vu qu'on travaillait sur un sous-domaine. Hein. Maintenant, j'ai développé un peu ce principe de sous-domaine. On a le domaine, on a le TLD. Le TLD, c'est .thm. Ok? Mon domaine, c'est website. Ça, c'est au niveau du serveur web. Par contre, l'API, le backend, il a quoi? Il a un sous-domaine. Il est sous un sous-domaine. Le sous-domaine, c'est API.website, le nom de domaine, .thm, le TLD. Donc on voit que tous les deux sont sur le même domaine, mais
l'interface de programmation travaille également sur un autre sous-domaine que n'a pas le serveur web. Donc, comment je peux casser ces conditions? Eh ben, je vais utiliser le payload qu'on a vu, le person x égale. Ça va me permettre en fait de couper. Au niveau de mon URL, vous allez voir que on va essayer de comprendre comment le serveur en fait interagit avec l'interface de programmation et pourquoi, au niveau de mon query strings et de mon paramètre, eh ben ça, c'est totalement différent de quoi? De ça. À comprendre. Dans cet exemple, l'attaquant peut contrôler le sous-domaine du serveur auquel la requête elle est faite. Faut bien noter ce principe de charge utile. Le person x égale est utilisé pour empêcher l'ajout du chemin restant à la fin de l'URL. C'est là qu'est vérifiée ma deuxième condition. Donc l'attaquant va jouer là-dessus. Il va utiliser ce bypass en intégrant le person x égale. On va voir comment on le met en place. Et ça va transformer, en fait, à la place, ça va le passer en paramètre sur la chaîne de requête. Et il commence à faire quoi? Une attaque par injection. Il injecte le payload. Et le payload, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ID égale 123 n'est plus vérifié. Qu'est-ce qu'elle comprend l'interface de programmation? Elle comprend juste que le serveur web lui fait quoi? Une requête. La requête, c'est HTTP API website THM. Tu vas dans API user, et là ça devient un point d'interrogation. Donc là ça devient un query strings. X égale point website point thm API stock item ID 1 2 3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez compris. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'ID 123 n'est plus vérifié. Mais là, c'est encore plus grave. C'est pas que l'ID 123. C'est que là, notre person x égale est devenu un point d'interrogation. X égale. Ça veut dire que l'API, elle saute tout ça. Ça veut dire que le website, THM, API, stock, item, tout ça, elle le lit pas. Elle fait tout ça, c'est nul. Ça, elle n'arrive pas à comprendre. Égal X, point d'interrogation. Donc elle fait, tu me demandes HTTP, API, website.thm, dans API user. Elle renvoie toutes les données des utilisateurs, les envoie au serveur web, qui les formate, et Toto reçoit à nouveau les informations. Donc vous voyez comment c'est extrêmement sensible. Ça va nous permettre de faire un bypass. Alors là, je vous donnais un exemple très trivial. Deux conditions. Et. Vérifier, on ne fait plus qu'une vérification. Mais dans les faits, vous voyez que la vérification qu'on veut, c'est la requête qui est envoyée par Toto, qui est frauduleuse. Et après, pour ne pas faire bugger l'interface de programmation, on a besoin de faire ce bypass. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Dernier cas de figure. Et en fait, en revenant à la requête d'origine, l'attaquant peut, à la place, forcer le serveur web à demander un serveur de son choix. Ce faisant, on peut capturer les entêtes de requêtes qui sont envoyées au domaine spécifié par l'attaquant. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ces entêtes, ils peuvent contenir des informations d'authentification ou de clés d'API envoyées par website.thm qui s'authentifieraient normalement en fait auprès de l'API.website.thm. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on feinte totalement le système. Qu'est-ce qu'attend notre gentil serveur web? Qu'on aille taper encore ce domaine TLD qui est là, l'API, les stocks, items, et on lui passe la valeur 1, 2, 3. Là, Toto, il dit, écoute, tu vois là, ça c'est mon nom de domaine, hacker-domaine.thm, plutôt que quoi? Jusque là, tout va bien. HTTP, tout va bien. On voit que
tout ça vient de disparaître. Et qu'est-ce qu'il met à la place? Il met hacker, domaine.th. Et là, le site web, il fait ah ouais, 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 pas de problème. Euh, je connais pas ça. Hmm, L'interface de programmation, ça marche pas. Hein. Moi, je peux lui envoyer que sur API website.thm. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il croit qu'il communique tout simplement à l'interface de programmation et il envoie les données avec les clés API. OK? Au lieu de les envoyer ici, il les renvoie à Toto. Toto contrôle le domaine. OK? Il accède à toutes les clés API. Avec les clés API, il a accès à l'ensemble de l'infrastructure côté serveur. Hein. Il va pouvoir feinter le serveur web, accéder à toutes les données qui sont au niveau de l'interface de programmation. Extrêmement critique. D'accord? Le concept. Regardez la partie du bas pour comprendre. Hein. Là, c'est API qui est passé et on voit qu'il y a quoi? C'est item 2 hein, qui est passé en paramètre. Moi, je veux récupérer quoi? Je veux récupérer le 9. Hein. Donc là, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Commençons par là. Regardez. Vous voyez, je suis en train de modifier déjà, il se passe des choses bizarres. Regardez bien en bas. Là, si je mets égal à Toto. Oh, on voit quoi? On a un 504 getaway timeout au niveau du serveur Nginx. Normal. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qu'on a vu? Bah là, je suis sur le sous-domaine Toto. Pas bon. Pas bon. Pourquoi? L'interface de programmation, elle est sur quoi? Elle est sur API. Hein. Donc, on voit que si je remets API, ah, là, je tape bien sur le sous-domaine. Intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux récupérer tout. Hein? Je dis, écoute, moi, je veux ça. Hein, maintenant que je suis sur le bon truc. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, peut-être qu'il faut pas API. Je le prends là, j'ai même pas l'impression que... Ok, revenons. Donc si je le mets, ok, HTTPS, ça n'a pas l'air de marcher, c'est trop long. Le mettre serveur. Ouais, mais là, on voit que ça devient un bordel sans nom. Hein. C'est serveur.website.thm.website.thm. Oh, ça devient un bordel. Là, ça redevient normal. Donc comment je peux trouver cette solution en fait? Comment je peux l'injecter? Je vois que je peux... Je suis obligé de mettre API, c'est mon point de terminaison. Mais comment je peux récupérer le flag? Eh ben, il va falloir également feinter en fait. Hein. On a vu quoi? On a vu que on pouvait faire notre bypass. Hein. Comment je peux faire ce bypass? Je peux lui dire serveur flag THM. Et là, il me dit ouais, ouais, THM. Mais après, automatiquement, il me colle quoi? Il me colle website, THM, API, item 2. Moi, je veux pas l'ID 2, je veux le 9. Je veux juste ça. Je veux juste transmettre ça. Lui, il m'emmerde, il me met un point et il me colle tout ça. J'en veux pas de ça. Qu'est-ce qu'on a vu? On va faire notre bypass. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, la personne égale X. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris. On a quoi? On vient de faire un bypass. Si on a fait notre bypass, qu'est-ce qui se passe? Tout ça va être annulé par
l'interface de programmation. Elle va lire juste ça. Getaway timeout. Ah, c'est pas parfait. Donc, dernière étape, l'API. Niet. Au revoir. Hop, je modifie. Et je tape directement sur serveur. Et je fais mon bypass. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de conjuguer deux choses. Je viens de conjuguer cette attaque. Ok? Ou, alors attendez, soyons plus précis. J'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, je viens de conjuguer cette attaque. Hein, parce que je lui donne un domaine que je contrôle, puisqu'en effet, website.thm, API website.thm, mais serveur.website.thm, ça c'est un sous-domaine que je contrôle. Ok? Et on vient de faire cette attaque-là de bypass. Ok? On lui dit, écoute, tu dégages. Hein, tu dégages, je vais te donner un payload, et tout ce qu'il y a après, tu sautes. Hein, c'est ce qu'on avait vu ici. Et c'est exactement ce qui se passe là. Tout ce qui vient après saute. Et on arrive à influencer l'interface de programmation et elle nous donne notre flag. D'accord? Donc il faudra pratiquer. Au début c'est un peu déroutant comme tout concept qu'on a introduit, il faudra creuser. Ok? Mais vous voyez la puissance. Hein. On va pouvoir aller siphonner les bases de données, récupérer des jetons. Hein. Et une fois que vous avez les jetons d'API, ça vous permet de faire tout et n'importe quoi. Hein. J'ai le jeton API SNCF du serveur, je vais pouvoir acheter des billets gratuits. Hein. Je vais pouvoir acheter 1 million de billets gratuits. Pas de problème. Je n'aurai pas besoin de payer. OK? Etc. etc. Donc ça, c'est bien comprendre le concept. On va essayer de trouver maintenant une SSRF et voir un petit peu les différents systèmes de défense qu'on peut mettre en place. Et nous, en tant qu'attaquants, eh ben, on va essayer de les contourner. Ça sera pour la deuxième partie. Allez, ciao, ciao.